Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonjour. Nous sommes le 3 janvier 2018. Nous venons à peine de fêter le nouvel an. Les uns et les autres ont formulé des vœux selon la tradition de la Saint-Sylvestre. Mais ces vœux, nous voulons les conforter. Nous voulons les conforter dans beaucoup de domaines de notre vie individuelle, mais aussi en fonction de notre vie collective, en fonction de notre existence en tant que nation, mais aussi notre existence en tant que citoyen du monde. Je vous parle de l'Amérique du Nord. Et ce faisant, je suis un citoyen du monde également. Mais il est des vœux essentiels, des vœux élaborés sur la base d'un certain contexte, un contexte politique problématique qui concerne, bien entendu, le Congo-Brazzaville. Les vœux que chacun, qu'il s'agisse des gens au pouvoir au Congo-Brazzaville, enfin pour ceux qui ont encore quelques lucidité par rapport au destin d'un pays, et aussi ceux qui sont en dehors du pouvoir, qui aspirent ou non au pouvoir. C'est leur légitimité d'aspirer au pouvoir. Chacun, de son côté, a certainement formulé les meilleurs vœux pour un Congo en paix, pour un Congo prospère, pour un Congo qui doit faire l'effort nécessaire pour repenser, puis rebâtir le concept de la nation congolaise, de reconstruire ce sentiment d'appartenance à quelque chose que nous avons en partage sur toute l'étendue du territoire congolais. Qu'un septentrional se sente complètement chez lui dans la partie méridionale. Qu'un méridional se sente parfaitement chez lui dans la partie septentrionale. Est comme ouest également. Voilà à peu près, à minima, cette notion de la nation congolaise, qui est un bien précieux à tout point de vue, pour tous, jeune génération, adultes,
génération de seniors, mais aussi génération future. Nous formulons donc ces vœux du plus profond de notre âme et de notre cœur. Et un tel destin, une telle vision n'est pas chimérique. Elle est plus que possible, à la seule condition que les acteurs politiques y mettent de la volonté, une volonté franche. Pourquoi un tel but peut-il apparaître comme problématique? Bien sûr, la conjoncture politique, disons la vie politique, au Congo-Brazzaville, depuis pratiquement les indépendances des années 1960, de l'année 1960, le Congo-Brazzaville a toujours traversé des turbulences politiques. N'oublions pas la première guerre civile de 1959, bien avant notre naissance, à nous autres. Mais c'était une certaine guerre civile, oui, mais avec un peu plus de jugeote, avec un peu plus de patriotisme, nous aurions pu éviter cette guerre civile de quelque temps seulement. Et d'ailleurs, les acteurs politiques de l'époque n'avaient-ils pas démontré leur grandeur? L'abbé Fulbert Youlou, M. Opango et les autres acteurs, l'UDIA, parti, le MISA à l'époque, avait démontré que le Congolais, malgré les événements, pouvait atteindre une certaine grandeur. La grandeur de privilégier ce que nous avons en partage, ce qui fait même l'éthos du Congolais. Jacques Opango ne s'était-il pas proposé de se constituer aussi prisonnier quand son adversaire politique s'était fait prisonnier? Grandeur de l'âme. Pourquoi cela serait-il impossible aujourd'hui? 1959, c'est loin. Malgré cette vie politique turbulente, le pays a avancé. Les années 60 ont été des années d'apprentissage dans la gestion d'un État. Après que les colons soient partis, Alphonse Massamba Deba, instituteur de son État, a pu mettre sur pied le tissu économique du Congo et qui tenait la route. C'était une belle démonstration
aux administrateurs coloniaux que nous les Congolais, nous étions aussi capables de gérer un État et d'atteindre la félicité économique et sociale et culturelle aussi dans notre pays. L'abbé Fulbert Youlou, préalablement, n'avait-il pas élaboré un plan de développement du pays? N'avait-il pas, sur le plan diplomatique, ouvert l'axe Brazzaville-Washington? Sa rencontre avec le président Kennedy, premier président catholique dans l'histoire de l'Amérique, avait entrouvert, cette rencontre avait entrouvert d'extraordinaires possibilités pour notre jeune État. Le président Marien Ngouabi patriote de son État, n'avait-il pas pensé le bien collectif, le bien pour tout le monde, en s'essayant à cette idéologie marxiste-léniniste qui, de toutes les façons, par définition, n'était pas une mauvaise aventure. Nous pensions à l'époque que le peu que nous avions pouvait être équitablement distribué à tout le monde, en s'attaquant évidemment à la question de la justice sociale, au caractère sacré du bien commun. L'expérience politique a démontré que Marien Ngouabi était entouré par un entourage difficile. Bien sûr, il était responsable. Évidemment, il était à la tête de l'État. Cette aventure de l'expérience du socialisme sous le sceau du marxisme-léninisme a eu les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Le président Marien Ngouabi a été abattu dans son palais, dans des circonstances qui jusqu'aujourd'hui restent assez ténébreuses. Voilà l'histoire de notre pays aussi, à travers ces moments forts, ces moments douloureux qui se sont inscrits, n'est-ce pas, dans l'histoire de notre pays. Le président Jacques Joachim Yombi Opango a pris le relais de Marien Ngouabi pour une présidence éphémère, certes, mais une présidence où quelque chose a failli bien se faire. Quelque chose d'intéressant a failli bien se faire. Chacun se souviendra du
fameux 7 ou 8 heures du travail, et non 7 ou 8 heures au travail. Chacun peut bien en faire, n'est-ce pas la nuance? Et à cette période, la présidence du président Jacques-Joachim Yombi Opango, qu'il pleuve, qu'il neige, encore la neige, disons qu'il pleuve, qu'il vente, chacun était sur son lieu de travail. C'était pas tout le problème réglé, mais c'était un bon commencement, une belle perspective sur le plan du travail, parce qu'il faut bien travailler. On n'a rien sans le travail. Mais malheureusement, la présidence de M. Jacques-Joachim Yombi Opango a aussi eu, comment peut-on dire, ses faiblesses, ses travers, disons ses travers. Et nous savons très bien comment cela s'est terminé. Monsieur Denis Sassou Nguesso, 2 ans après M. Yombi Opango, prend le relais. Je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus. C'est le président qui a plus régné au Congo-Brazzaville que ne l'ont fait les autres. Pas besoin de nous étendre là-dessus. Et là encore, chacun peut se faire la part de ce qu'il faut mettre à l'actif de M. Denis Sassou Nguesso. Le président Pascal Lissouba est arrivé au pouvoir à la merci d'un chambardement au niveau international, la chute du mur de Berlin, le discours de La Baule qui accompagne l'arrivée de la gauche au pouvoir en France, beaucoup d'années après le Front populaire de Léon Blum, des années 34. La gauche arrive au pouvoir en France et s'accompagne, n'est-ce pas, de cette conférence La Baule qui bouleverse un peu l'échiquier international et national, puisque nous en avons eu, n'est-ce pas, les effets au Congo-Brazzaville et en Afrique. Pascal Lissouba est le premier président à expérimenter une arène politique vraiment démocratique, enfin, qui faisait l'apprentissage de la démocratie. Et là encore, les observateurs attentifs pourront faire la part des choses, des réussites et des ratés de la période de Pascal Lissouba. Les difficultés aussi de l'implantation de la démocratie dans notre pays. Les analystes se souviendront que les difficultés rencontrées au cours de cet intermède démocratique de 5 ans, qui était coupé net, étaient influencées aussi bien par des facteurs endogènes, domestiques, propres aux Congolais, mais aussi par des facteurs externes, liés aux enjeux géopolitiques et géostratégiques, liés aux enjeux
de l'économie française, mais aussi certainement d'économie internationale. Avec du recul, nous voyons très bien la complexité de ces rapports. Toujours est-il que la législature de Pascal Lissouba se termine en 1997, soit à l'accomplissement de son premier mandat de 5 ans, pour voir cette expérience brisée, nette, par le retour au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, à travers un premier événement difficile. Nous avons évoqué la guerre civile de 59. Mais la guerre civile de 59 avait une certaine ampleur, une toute petite ampleur. Mais ça ne laisse pas d'être un événement malheureux. Mais ce qui se passe en 1997 est un événement plus que malheureux, plus que difficile. Pour la toute première fois, le pays tout entier fait l'expérience de la guerre. De la guerre dans le sens plein du terme. C'est-à-dire avec l'usage d'un armement lourd, très très lourd, avec la convocation des mercenaires ramassés partout dans le monde au profit, disons-le, fondamentalement, d'un camp, celui de M. Denis Sassou Nguesso, qui avait un enjeu, qui est de reprendre le pouvoir qu'il a perdu en 1992 par la voie des urnes, et dont il s'enorgueillissait d'avoir apporté la démocratie au Congo, être le père de la démocratie. Mais la conférence nationale, les conditions dans lesquelles s'est passée la conférence nationale, nous enseignent beaucoup de choses. En tout cas, si on veut être sérieux et rigoureux dans la description des faits, dans l'analyse des faits, pour comprendre que M. Denis Sassou Nguesso en 92 n'a pas laissé le pouvoir de plein gré, ou bien selon le courant de l'histoire. Il en est resté affecté, très affecté, d'avoir perdu son pouvoir. Mais au moins, le Congo était sauf d'avoir arraché des mains de M. Denis Sassou Nguesso ce pouvoir, selon la volonté du peuple congolais tout entier, d'avoir arraché donc des mains de M. Denis Sassou Nguesso ce pouvoir et le réinvestir sous une autre forme de gouvernance, frappée par le principe de la démocratie et des libertés individuelles, des libertés collectives, de la liberté de la presse. On peut se demander combien de journalistes ont été mis en prison au temps de Pascal Lissouba. Combien d'hommes politiques ont été foutus en prison au temps de Pascal Lissouba. Il y en a certainement. Et ça peut être évalué. Donc nous voilà en 1997 où nous expérimentons la guerre. Avions-nous vraiment besoin de la guerre à cette période-là, évidemment?
Pourtant, depuis 1997, la guerre est restée inscrite comme dans les gènes même de la République du Congo. Autrement dit, on aurait pensé qu'en 1997, les Congolais ont fait face à une situation conjoncturelle, une conjoncture qui permet à quelqu'un amoureux du pouvoir de le reprendre en utilisant des moyens violents. Je passe sur les conséquences pour ne pas nous éterniser. Une situation conjoncturelle. On crée une conjoncture de la reprise du pouvoir. Le pouvoir est repris et on a pensé que la situation conjoncturelle devait s'arrêter, du moins. Mais non, la condition de la guerre ne s'est pas arrêtée là. En 97, octobre 97, le pouvoir est récupéré intégralement, du moins. Les constitutions sont changées, acte fondamental. Les prestations de serment sont effectuées. La machine politique s'est remise en marche. Jusqu'à arriver en 98, 99, 2000, pour que les Congolais découvrent de nouveau que la guerre n'était pas terminée. Elle est encore là, tapis au sol, dans nos tripes, sous nos pieds. On procède à l'épuration ethnique. Je ne vais pas m'étendre là non plus. Tous les Congolais le savent. Et il se trouve que finalement, en faisant un peu des enjambées, on se retrouve aujourd'hui en 2017. 1997, 2017, 2 décennies entières, 2 décennies pleines, où la guerre est restée, une fois de plus, inscrite dans l'ADN du Congolais, du Congo. Comment se l'expliquer? Comment se l'expliquer? Est-ce parce que le Congolais, en tant que tel, a voulu faire la guerre? Ou alors, les choix politiques qui ont été opérés ont inscrit la guerre comme un instrument fondamental dans la marche des législatures post-1997. Soit. Dans chaque pouvoir, il y a toujours des cerveaux penseurs. Il y a les architectes de la politique, finalement, qui forgent, n'est-ce pas, l'élan politique, que l'on trouve la meilleure pour un groupe de personnes, ou aussi, à contrario, pour toute la nation. Mais le jeu politique, c'est une chose. Mais l'évaluation de l'action politique en est une autre. Et que cette évaluation, à un moment ou à un autre, il faut bien la faire, cette évaluation. Quelle a été notre politique
depuis un certain temps. Il faut toujours s'arrêter. Même quand on a forcé. À un moment, il faut s'arrêter. On regarde derrière, on évalue. Qu'est-ce qu'on a posé comme acte politique? Qu'est-ce qu'on a posé comme acte économique? Qu'est-ce qu'on a pensé comme acte culturel? Quels en sont les résultats? Faut-il continuer dans cette lancée? Mais si c'est bien, continuons. Faut-il recalibrer la démarche? Faut-il changer de perspective? Voilà les questions que se pose, n'est-ce pas, l'évaluation. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Je l'ai dit tantôt. Monsieur Denis Sassou Nguesso, la personne qui a plus mis du temps au pouvoir, l'abbé Fulbert Youlou, n'est resté que 3 ans au pouvoir. Le président Alphonse Massamba Deba n'est resté que 5 ans au pouvoir. Le président Marien Ngouabi n'est resté que 8 ans au pouvoir. Le président Pascal Lissouba n'est resté que 5 ans au pouvoir, comme Massamba Deba. Le président Denis Sassou Nguesso est celui qui est aujourd'hui totalise 34 ans au pouvoir. Donc tout logiquement, tout naturellement, sur ce qui est arrivé au Congo-Brazzaville, logiquement, M. Denis Sassou Nguesso emporte une plus grande responsabilité, d'autant plus que les événements les plus difficiles que nous avons vécus au Congo-Brazzaville, des événements qui ont été susceptibles de mettre en grand danger le pays dans toutes ses structures et dans tous ses lendemains, notamment avec la question des générations futures, de ce que la société se préfigure pour demain, il emporte une grande responsabilité dont il doit non seulement assumer, comme il a l'habitude de dire, mais en répondre, parce que ça ne peut pas se passer autrement que de répondre de cette responsabilité. Parce que ne pas répondre de cette responsabilité, c'est faire la démonstration d'un égocentrisme, d'un égoïsme ou d'un égotisme inqualifiable, parce que les actes qui sont posés, les gens qui vont animer la société de demain ne sont pas responsables de cela, ne sont pas responsables. Monsieur Denis Sassou Nguesso a perdu toutes les guerres dans lesquelles il s'est engagé pour un but particulier. Le maintien de son pouvoir à tous les prix. Il a perdu toutes les guerres. Qu'il s'agisse des guerres chaudes et qu'il s'agisse des guerres économiques et qu'il s'agisse aussi de la guerre culturelle. Il les a tout perdus. Les guerres chaudes, la plus essentielle, finalement, la guerre originelle, je ne dirais pas de 59, mais c'est celle de 1997.
il a perdu, même s'il a gagné. Il a gagné par le secours déterminant de l'aviation angolaise et des troupes angolaises, avec la bénédiction de la France. Ce n'est un secret pour personne. Pasqua en sait quelque chose et Jacques Chirac l'a reconnu, clairement. Il fallait une personne pour remettre de l'ordre au Congo-Brazzaville. Et cette personne était Denis Sassou Nguesso. 20 ans après, comment expliquer un tel désordre encore aujourd'hui? Donc, M. Denis Sassou Nguesso a perdu cette guerre-là aussi. Cette guerre. 20 ans après, il y a la guerre dans le pool. Je passe ce qui s'est passé dans ce parcours de 20 ans. La guerre dans le pool. Avec, on l'a dit, Monsieur Binsamou Ntoumi, retranché dans le pool, sa région natale, qui fait face à l'armée de la République, dotée des moyens extraordinaires, des moyens dignes d'une guerre étrangère, c'est-à-dire une guerre avec un autre pays. On mobilise des moyens violents comme ça quand on défend la nation contre une agression étrangère. Mais là, il se trouve que ces moyens sont mobilisés contre un soi-disant rebelle. Un soi-disant rebelle, retranché dans le pool, dans sa région natale, des moyens de guerre mobilisés pour aller déloger ce rebelle et ses partisans. Mais là, les conséquences, on le sait. Ce n'est pas le rebelle. Qu'on soumet. C'est la population innocente qu'on soumet à des atrocités. Des massacres, la destruction des villages, le retranchement, le refoulement des populations dans leur moindre retranchement, dans les forêts. Les pertes humaines, d'un côté comme de l'autre. Tout ça pourquoi? Pour qu'on nous sorte un peu plus d'une semaine d'un accord de cessez-le-feu. On a beaucoup parlé là-dessus. Je n'y reviendrai pas. C'est simplement attirer l'attention, notamment des gens qui sont au pouvoir. Qu'à un certain moment, il faut arrêter. J'ai suivi, comme tout le monde d'ailleurs, l'intervention de M. Elvis, je pense, Elvis Okombi Talissan, qui a dit des choses
absolument censé. Censé. Quand on a échoué, eh bien, on en tire les conséquences. Et en l'occurrence, toute la hiérarchie militaire, le ministère de l'Intérieur, comme il a dit, toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la décision de rentrer en guerre contre une région de la République et qui ont échoué à cette tâche doivent en tirer les conséquences sans autre forme de procès. Sinon, ce n'est pas du tout sérieux. On ne peut pas échouer et continuer comme si de rien n'était. Ce dont je ne suis pas d'accord avec l'intervention de M. Okombi Talisso, c'est quand il continue à broder sur une contre-vérité qui consiste à établir M. Ntoumi comme la personne par qui tout est arrivé, comme la personne terroriste qu'il faut abattre, ramener vif ou mort, comme le responsable finalement des actes qui sont, n'est-ce pas, pris en toute conscience par un régime qui sait au fond de lui-même qu'il est illégitime, qu'il est illégal, et que sa pratique politique s'accompagne toujours de mort d'hommes, et que sa constitution est criminogène. C'est inscrit, ils l'ont inscrit sans complexe, des articles d'après lesquels le président de la République ne doit pas être poursuivi même s'il commet des actes de criminels. C'est inscrit noir sur blanc. C'est pourquoi nous disons qu'on n'a jamais vu, alors, jamais vu, dans l'histoire du monde, un pays qui inscrive de tels articles dans le corps de son texte le plus fondamental qui est la Constitution. C'est pourquoi nous disons que nous sommes face à un régime criminogène qui inscrit sur la table du Conseil des ministres, en disant chaque fois, même s'il n'est pas dit ouvertement, que notre gouvernement a la criminalité comme instrument de travail pour maintenir notre pouvoir sur la base de notre héritage. Il nous faut légitimer la criminalité d'État. Et donc, le fameux terrorisme d'État. Voilà la réalité qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Et donc, évidemment, l'exercice du pouvoir, le sentiment d'être le plus puissant, ce sentiment du pouvoir, plus important même que le pouvoir divin, leur pousse à ne pas reconnaître la logique. La logique n'est pas de leur monde. Non, nous sommes puissants. Ne disent-ils pas d'ailleurs, le chien aboie, la caravane passe. C'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, M. Okombi Talisso, quand vous parlez de M. Ntoumi comme étant le terrorisme, je suis désolé, on ne vous l'accorde pas. On ne vous l'accordera jamais. M. Ntoumi s'est toujours exprimé. On va l'attaquer dans sa région natale. Il a
le droit de se défendre. Il a le droit de se défendre quand il est attaqué. Il n'a pas été candidat à l'élection présidentielle. Il n'a pas été candidat à l'élection présidentielle. Il se défend. Il fait la résistance. La résistance démocratique. Et dans les États qui veulent se libérer, la résistance est un élément très important. On lui en tiendra par rigueur. Mais malgré les assauts de l'armée contre la région du Poul, contre M. Ntoumi et ses partisans, vous avez déclaré la guerre. Vous avez mis les moyens qu'il fallait pour gagner cette guerre. Des moyens très disproportionnés. On comprendra que les moyens dont Ntoumi utilise, mais c'est des moyens dont il arrache des mains de vos soldats par ruse, parce qu'il faut bien se défendre. Ou est-ce que Ntoumi devait recevoir des armes? Ntoumi n'a pas de relais dans les pays limitrophes. La région du Poul, vous l'avez encerclé. Voyez la pression qu'il y a dans le Poul. La pression palpable qu'il y a dans le Poul. Malgré tous ces avantages que vous avez, tous ces avantages militaires, cette supériorité militaire, avec des mercenaires à ne pas en finir, avec des Ukrainiens qui pilotent des avions, des hélicoptères de combat, payés à prix d'or, avec le soutien de la coopération française, avec le soutien des Israéliens que vous utilisez également, avec le soutien des Sud-Africains, là vous allez acheter des armes, avec le ravitaillement des armes achetées en Corée du Nord. Toute cette logistique contre une région, contre un individu, dûment identifié, vous arrivez quand même à ne pas gagner la guerre et presque unilatéralement à proclamer la cessation des hostilités. Mais M. Digne Okombi Salissa a complètement raison. Donnez-lui la bécane alors. Donnez-lui la bécane. Avec une telle approche, il fera nettement mieux. Donnez le ministère de la Défense à M. Okombi Salissa. Donnez le ministère de l'Intérieur à M. Okombi Salissa. Fusionnez même les deux, c'est pas grave. Comme ça, au moins, vous ferez face, n'est-ce pas? Vous allez regrouper les deux ministères régaliens de l'État, qui est le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, avec un individu qui saura vous les faire fonctionner. Vous avez échoué. Vous avez échoué. C'est un échec cuisant. Et quand on a un échec cuisant, on prend ses responsabilités. M. Denis Sassou Nguesso devait se rendre à M. Ntoumi pour lui dire, mais écoutez, j'ai échoué, c'est vous qui avez gagné, et je me mets à votre disposition. Je me mets à votre disposition. M. Denis Sassou Nguesso devait se mettre à la disposition de M. Ntoumi, puisque M. Denis Sassou Nguesso n'a pas gagné la guerre. Et quand je vois, je vais parler M. Denis Sassou Nguesso, quand je vois des émissions de télévision, des débats politiques au Congo-Brazzaville, oh, c'est à gerber. C'est à gerber. C'est vraiment à gerber. Quand on voit aboyer M. Dominique Azy de Marseille, c'est comme ça qu'on l'appelle, Dominique Azy de Marseille, aboyer comme il le fait, et se plaindre aussi. Il a un haut le cœur. Il a un haut le cœur. D'après ce qu'il a fait pour le régime, il n'a jamais été nommé, même chef de service quelque part. La
attendait un poste de ministre, c'est certainement qui n'est pas venu. Mais certainement que le cabinet privé qui distribue les postes a certainement jugé insignifiant les services rendus par M. Dominique Azy de Marseille. Mais qu'à cela ne tienne, ce que je retiens, c'est cette responsabilité qu'on rejette sur les ministres, sur les fonctionnaires d'État, sur à tout va. On les distribue. On l'a vu en train de distribuer le Parlement a échoué, le gouvernement a échoué, voilà, le président de la République vous a donné, n'est-ce pas, des choses à faire, ainsi de suite. Mais de qui se moque-t-on là? Le principal responsable dans cette affaire-là, c'est pas les gens que M. Denis Sassou Nguesso nomme à tel poste ou à tel poste. Ils sont ses obligés. La plus grande responsabilité, c'est de M. Denis Sassou Nguesso lui-même qui doit prendre ses responsabilités. L'échec le plus patent, c'est celui de M. Denis Sassou Nguesso, qui au crépuscule de sa vie devait prendre le temps d'écrire ses mémoires et de réfléchir sur ce que ça a été ces législatures successives. Le plus grand échec, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Le plus grand ordonnateur de la politique, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Et je me demande même si les conseillers autour de M. Denis Sassou Nguesso font vraiment le travail, ou ont l'expertise qu'on leur accorde, ou que M. Denis Sassou Nguesso les écoute, et même quand il les écoute, qu'est-ce qu'il en fait de ce qu'ils disent? Voilà. Les institutions qu'on nous disait faire évoluer, mais écoutez, quand on regarde de près, eh bien, écoutez, c'est des institutions qui ne suivent pas la logique constitutionnelle, la logique des lois de la République. Les ministres sont imposés au Premier ministre par le grand chef, ou bien au moins par les enfants maintenant, puisque ce sont ces enfants qui bossent dur là-dedans. Et c'est toujours cette liste qu'on présente, n'est-ce pas, au Premier ministre? Non, monsieur Okombitsalissa. Non, messieurs. L'échec, c'est l'échec d'un homme qui a bâti un système qui fonctionne selon sa volonté. Ben oui, la géopolitique, elle aussi, elle est bien musitée plutôt. La géopolitique. Eh oui. Les responsabilités dans ce que dans le malheur du Congo-Brazzaville, dans l'hécatombe que nous vivons, et notamment avec, oh mon Dieu, ces pauvres gens massacrés à tour de bras. Le gouvernement a accepté qu'ils sont responsables de ces 353 disparus du beach. Donc c'est une responsabilité assumée. Oui, il n'y a pas eu de condamnation, mais on a reconnu qu'on a pris 350 jeunes et qu'on a massacré. Tuer même une seule personne fait de vous un criminel. Mais massacrer plus de 350 jeunes, c'est un aspect seulement de la chose. Mais toutes ces personnes tombées, il y a aussi des images que nous voyons là, des vidéos de la guerre
de 1997 notamment, que vous-même vous mettez, n'est-ce pas, en circulation, on voit des choses, hein. Les descentes dans les régions du sud du Congo, hein. On en voit les choses, hein. Ça n'a pas été une mince affaire. Voilà, on rase, tout rasé, hein. Les enfants, les mamans, tout le monde, ils le disent eux-mêmes, Il y a beaucoup d'autres. Il y a tout ça qui existe. Il y a des documents qui existent, que les gens ont été massacrés pour rien. Un pays africain. Un pays africain qui devait être solidaire, qui devait s'atteler, n'est-ce pas, à construire cette notion de la nation. Qu'on ressemble un peu comme les pays comme le Ghana, où les anciens présidents se retrouvent tous ensemble. Aller voir un match de football, se retrouver à la présidence pour parler des problèmes du pays. Oh, quel bonheur! C'est ce à quoi nous aspirons au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas facile dans l'état actuel du Congo-Brazzaville, puisqu'il y a des choses effroyables qui ont été faites et que les gens qui ont posé ces choses-là ils ont très peur, ils ont la trouille au ventre. Ils ont la trouille au ventre. En disant, mais attends, ce qu'on a fait là, on est allé un peu trop loin là. Mais si on perd ce pouvoir-là, que va-t-on faire? Que va-t-on devenir? Aller à l'étranger, on va nous cueillir là-bas. Rester au pays. Nous avons le pouvoir. Mais ça, c'est... En fait, c'est gauche. C'est gauche. De penser qu'on va persister dans ce qui n'est pas bon. Croyons se protéger de la responsabilité qu'on peut vous flinguer comme un plein de facture. Et là encore, j'étais à votre place. Sincèrement, je prendrais mes responsabilités plutôt que ces responsabilités soient mises sur mes enfants, sur ma descendance. Et oui, c'est ça aussi, avec du recul. Vous savez, nous autres là, les cheveux blancs là, c'est pas... On dit pas ça parce qu'on a vraiment envie d'être au pouvoir. Non. En tout cas, pas moi. Mais je vais dire que si, dans les circonstances normales, si le pouvoir arrivait à nous tomber dans les mains, on ne crachera pas dans la soupe. On l'exercera en s'efforçant à ce que ça soit différent. Que ça soit vraiment différent. Qu'on aille vraiment vers la construction d'une nation. On le fera. Et si on ne le fait pas, on ne réussit pas, on fait la même chose que ceux qui sont là, eh bien, là, on signera déjà que non, mais écoutez, si ça se passe autrement, disposez de nous. Ouais, c'est utopique, hein? On penserait que c'est utopique. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça la conviction que nous avons. Ce qu'il y a dans la tête, c'est ça. Il faut arriver à un moment où, d'accord, au Congo, on va commencer un nouveau processus. Un mandat de 5 ans, pas du tout renouvelable. Eh bien, arrange-toi pour faire des choses extraordinaires pendant les 5 ans, parce qu'après, il faut foutre le camp. Renouvelable une fois, eh bien, prépare-toi à un deuxième mandat, si cela est possible. Parce qu'il y en a qui viennent pour faire un mandat seulement. Et quand on se conforme à une telle approche, eh bien, après le pouvoir, on reste au pays. Et on reste au pays dans des bonnes conditions, protégées par la République. Comme M. Denis Sassou Nguesso tente de faire des choses extraordinaires dans son village avec son élevage et tout. Mais quelle belle activité! Moi, je rêve. J'ai de l'espace chez moi à Sibiti. Je voudrais faire l'agriculture, l'agro-pastorale notamment. J'ai rassemblé des idées et beaucoup de choses. Un agro-pastoral, où il y a l'élevage, il y a la pisciculture, il y a les vergers,
Il y a tout ça. La pêche écologique aussi. J'y pense parce qu'il y a des cours d'eau de chez nous. Oh, je rêve à cela. Voilà les choses qu'on peut se faire. On peut s'investir dans ça. Et une fois qu'on s'investit dans ça, eh bien, on règle pas mal de problèmes. On n'a plus besoin d'aller tuer les gens pour rester au pouvoir. On n'a plus envie d'aller tuer les gens parce qu'on a peur de perdre le pouvoir. Non. On crée la vie plutôt que de la détruire ou de l'arracher. Et quand une personne est au pouvoir, ah ben c'est une grande joie d'aller à Oyo, demander à M. Denis Sassou Nguesso, mais écoute, doyen, je suis confronté à tel problème, quel conseil est-ce que tu me donnes? Eh bien, avec son expérience, il te donnera le conseil nécessaire. Il te donnera le conseil nécessaire. Voilà. Il faut nous aider, il faut aider le pays à qu'on atteigne ce moment-là, qu'on dise que maintenant on a raté la conférence nationale, parce que c'est là où on avait lavé les mains. Plus jamais cela, c'était ça le moment propice. Le kairos, comme on le dit. Le moment opportun. À partir de maintenant, voilà comment nous allons gouverner notre pays. Et dans cette gouvernance, on ne bouscule pas forcément les relations avec nos partenaires étrangers. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas la personne pour qui les Français doivent forcément s'accrocher. Parce que Pascal Lissouba aussi avait cédé beaucoup de choses à la France. Sauf que Pascal Lissouba avait écouté le conseil de Mitterrand dans la diversification des partenaires. Va-t-on maintenant penser que la France demande aux gens de diversifier les partenaires? Et quand on diversifie les partenaires, ça devient un problème, une raison pour sortir forcément la personne qui, n'est-ce pas, diversifie les partenaires? Mais non. Il faut que les choses changent aussi au niveau international. Parce qu'au niveau international, le déluge qu'on crée dans les pays, les questions d'immigration, c'est bien ressenti en France, non? Ça pose un grand problème, l'immigration. Pourquoi voulez-vous que les gens restent dans un pays où on n'arrête pas de tuer les gens? Et quand on vient envahir l'Europe, ça devient un problème. Mais là aussi, puisque nous parlons d'immigration, mais l'immigration, ce n'est pas seulement celle des personnes. Il faut penser aussi à l'immigration des choses. L'immigration des idées, la fuite des cerveaux, c'est aussi une forme d'immigration. À l'immigration des maladies aussi. Les maladies aussi immigrent. Et tout ça, ça pose des problèmes de santé publique. À l'immigration des matières premières aussi. Comment voulez-vous faire rentrer facilement les tankers de pétrole? Et quand les individus aussi, mais ils suivent aussi leurs tankers de pétrole. Ils veulent avoir leur part aussi, puisque c'est bien redistribué là-bas. Donc à un certain moment, il faut qu'on s'adonne, qu'on revienne sur les meilleurs sentiments, qu'on ne va pas continuer à faire la guerre, que ce soit à l'intérieur du Congo, ou que ce soit avec les partenaires étrangers, notamment la France. On ne va pas continuer à faire la guerre. Et à un certain moment, mais le Congo c'est 342 000 km², c'est 4 millions d'habitants seulement. Il y a même des villes françaises qui ont plus de 4 millions d'habitants. Et c'est une façon de dire qu'on peut trouver des arrangements. On peut trouver les arrangements. Et même avec le peu dans le rapport avec la France, dans l'exploitation des matières premières, le peu qui revient au Congo-Brazzaville, ça peut suffire amplement à ce que le Congo puisse se développer et garder les Congolais puisqu'ils ont le bonheur de rester chez eux. Nous qui sommes à l'extérieur, mais ce que nous vivons à l'extérieur aussi, c'est très difficile. C'est très très difficile. Nous avons appris, on a des têtes bien faites là. On a des têtes bien faites. On est allé jusqu'à la fin de l'école, dans les grandes universités, les plus prestigieuses universités d'ici. Mais on n'est pas bien traité quand il s'agit, n'est-ce pas, de monnayer, n'est-ce pas, les compétences. On a des têtes bien faites, mais on subit la discrimination. Nous ne sommes toujours pas ce que nous proclamons être. Nous sommes des professeurs, nous sommes des médecins, nous sommes de ceci. Mais les médecins, d'accord, ils vont travailler dans des hôpitaux. Mais allez voir leur paye, leur salaire.
On est payé autrement que le sont payés les Français. On est des professeurs, mais d'accord, on a des charges de cours dans les universités. On ne nous autorise pas forcément, facilement, les postes de titulaires. Mais ma foi, il faut vivre. Les gens qui sont en informatique, voilà, beaucoup d'informaticiens. On en demande partout. Mais regardez la grille salariale, ce qu'on leur donne également. On peut multiplier les exemples. Mais regardez un peu tout ce monde-là, c'est tout ce monde-là qui évolue, n'est-ce pas, dans les pays occidentaux, qui sont maltraités sur le plan des salaires. Et s'ils pouvaient apporter cette expertise en Afrique, vous ne pensez pas que l'Afrique irait nettement mieux? Ben oui, je pense quand même qu'il est temps, en 2018, qu'on essaie de se surpasser, la situation du Congo, le fameux accord qu'on vient de trouver là, le fameux accord de cessation des hostilités entre le pasteur Toumi et ses partisans, que nous appelons la résistance, et le gouvernement en place. Mettez donc cette commission paritaire. Et quand on parle de paritaire, c'est vraiment paritaire. Ne faites pas ce que vous avez fait auparavant. Ne cherchez pas de jouer de la pirouette. Ne cherchez pas à flouer les gens une fois de plus. Parce qu'évidemment, il y a le Fonds monétaire international qui pose des conditions. Et que, comme d'habitude, on peut faire encore. On peut feinter les gens comme on a l'habitude de faire. Ça ne sert à rien. Ça vous sert à rien. Essayez de jouer le franc jeu. Libérez les gens que vous gardez en prison. Libérez-les. Libérez-les. Parce que les garder en prison, c'est renforcer la rancœur auprès des populations. Faites un sondage franc et honnête. Vous verrez que les Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, en ont marre. Ils en ont marre. Ils veulent envisager leur existence autrement. Alors, pour une fois, pensez au Congo. De demain surtout. Essayons tous ensemble de retravailler les bases effilochées de notre nation congolaise. Voilà le message que j'avais pour aujourd'hui. Et une fois, merci encore à cette révolution des médias sociaux qui nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans. Chacun chez lui peut faire une vidéo et passer sa pensée. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est un autre problème. Merci et je vous souhaite une bonne journée.